Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, on va parler de dette et on va parler de comment aller chercher plus d'argent auprès de la banque pour pouvoir s'enrichir plus. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Victor, j'ai 200 locataires et je t'accompagne à faire des investissements ou à reprendre des entreprises. Alors on se lance dans le vif du sujet, soit tu es devenu un crack de l'immobilier, ça dépend de ta stratégie et tu fais des invests comme moi où tu investis tout compris 250 000 euros, ça te rapporte 1 000 euros par mois de cash flow, ou sinon tu as plutôt une stratégie où tu fais des investissements et ce que tu as envie c'est de démultiplier pour arriver à 1, 2, 3, 4, 5 millions d'euros parce que l'immobilier ça reste quand même pas mal, ça reste globalement plus simple que de faire du business, plus rapide que de gagner de l'argent en bourse, mais bon, ça continue à augmenter ta charge mentale et la question qu'on peut se poser, c'est comment continuer à aller emprunter encore. Premier élément, vous le savez, quand on commence, généralement on investit en propre, c'est-à-dire que soi-même on investit. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement être limité par la règle des 35%. Donc là, il y a une haute autorité qui légifère tout ce qui est banque pour que le système bancaire ne devienne pas trop spéculatif et qu'on ne se retrouve pas tous à perdre notre argent et qu'il explose. Et du coup, ce HCSF, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'on ne peut pas mettre plus de 35% dans une mensualité de remboursement d'emprunt. Donc la règle classique, si vous voulez acheter votre résidence principale directement, vous prenez combien vous gagnez, par exemple 3 000 euros, vous multipliez par 35%, ça vous fait du 1050, et vous allez regarder combien vous pouvez emprunter avec les taux d'aujourd'hui. Vous avez par exemple le site Meilleur Taux qui marche très bien, où il y a les taux actualisés, et ça va vous faire du 215 000 euros, grosso modo, aujourd'hui. Donc ça, c'est la première règle. Ce que vous pouvez faire pour déjà... ça ne va pas être dépasser les 35%, mais ça va être décaler les 35%. Ce que vous pouvez faire, c'est de l'investissement locatif en direct. Donc là, vous allez aller voir votre banque, vous allez emprunter, donc il y aura toujours cette règle de 35%. Vous allez cette fois-ci emprunter généralement sur 20 ans. Du coup, au lieu d'emprunter 215 000 euros, vu que vous allez emprunter sur une durée plus courte, vous êtes plutôt sur du 180-185 000 euros. Et ces 180-185 000 euros, finalement, vous allez emprunter avec cette somme-là. Disons que vous allez faire du 10% sur ces 185 000 euros. Du coup, vous allez louer 18 500 euros à l'année. Si vous louez 18 500 euros à l'année, ça va vous revenir par mois à avoir des loyers supplémentaires. Ces loyers supplémentaires que vous allez avoir par mois, donc si je les reprends ici, je pense que je vous ai fait un petit peu les calculs. Donc c'est 18 500, ça va vous faire du 1 542 euros par mois. La banque va prendre une partie de ces montants-là. Alors pendant pas mal d'années, c'était du 70%. Aujourd'hui, c'est plus entre 70 et 90%. Donc assez souvent, c'est du 80%. Donc elle va réintégrer à vos revenus 80% de 1542, ce qui va faire 1233. Donc là, vous gagnez 3000 euros. Mais maintenant, grâce à votre investissement, vu que vous le mettez en location, vous allez gagner 4233. Donc là, vous gagnez plus d'argent, donc 4233. Et là, on va réappliquer cette règle des 35%. Donc 35% fois 4233, ça va faire 1482. Et ces 1482, c'est ce que vous pouvez rembourser aujourd'hui. Or, vous étiez déjà en train de rembourser 1050. Du coup, on va faire 1482 moins 1050, ça va vous faire 432 euros. Vous avez 432 euros supplémentaires pour pouvoir investir. Et si vous regardez combien vous pouvez emprunter sur 20 ans avec 432 euros, on est dans les 70, 85 000 euros. Donc, ça va vous permettre d'emprunter plus. Si vous pouvez emprunter plus, vous allez pouvoir racheter une nouvelle fois avec ces 70 000, 85 000 euros. Vous allez gagner plus d'argent chaque mois. Et du coup, ça va encore vous permettre d'emprunter plus. Tout ça, ça a une limite. Ce qu'il faut retenir, c'est que grosso modo, vous allez pouvoir faire un x2. Donc, si vous pouvez emprunter aujourd'hui
185 000 euros, ce que vous allez pouvoir faire, c'est passer à du 370 000 euros. Vous faites un x2 sur votre 185 000. Il faut retenir que ça, c'est dépendant des taux et c'est dépendant de ce dans quoi vous investissez. Donc là, vous comprenez très vite que si vous avez des investissements qui génèrent beaucoup de loyers, ça vous permet vraiment de décaler combien vous pouvez emprunter. Si vous n'avez pas ces investissements qui génèrent beaucoup de loyers, là, ça va être compliqué. Vous allez limiter très fortement votre capacité à décaler les 35%. D'autant plus que ce qui est intéressant là-dedans, c'est de réussir à décaler vos 35% pour aller au maximum. Donc là, on le voit très vite, on fait un x2. Lorsque les taux étaient aux alentours de 1%, on arrivait à faire du x5. Donc on pouvait emprunter 5 fois plus que finalement ce montant initial. Donc là, on a vu comment décaler les 35%. Donc il y a plein d'astuces derrière. Il y a plein d'éléments à prendre en compte. Il faut rentrer un peu plus dans le détail, mais vous avez l'idée. Deuxième élément, c'est principalement de passer en investissement pro. Donc l'investissement perso, c'est ce dont on a parlé, c'est vous qui allez, par exemple c'est moi Victor Laura, je vais voir ma banque et je demande d'emprunter pour acheter en perso. Il y a la deuxième partie, ça va être de passer en investissement pro. L'investissement pro, ça va être de créer une entreprise pour faire de l'immobilier. Dans, je pense, 80% des cas, ce qu'on va créer, 90% des cas, on va créer une entreprise qui est spécialisée là-dedans, qui est une société civile immobilière. Alors pourquoi on crée une société civile immobilière? Parce que normalement, dans l'immobilier, quand on va louer, c'est beaucoup de l'activité civile. Donc l'activité civile, c'est lorsque vous effectuez une activité. Vous avez soit une activité grosso modo commerciale, donc là vous pouvez être vendeur, etc. Soit vous avez une activité civile comme la location d'habitation. Alors attention, il y a plein de limites là-dedans, mais je rentrerai d'ailleurs, je vous ferai peut-être un épisode de podcast là-dessus. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une entreprise. Et ce qui est important, c'est que cette SCI, donc cette société civile immobilière, il y a deux types. Il y a un type impôt sur le revenu et il y a un type impôt sur les sociétés. Alors pour ceux d'entre vous qui ne sont pas à l'aise avec ça, ce qu'il faut retenir, c'est que l'impôt sur le revenu, en fait, ça veut dire que lorsqu'il y a du résultat qui est généré dans votre entreprise, lorsqu'elle gagne de l'argent, c'est vous qui allez devoir payer sur votre impôt sur le revenu. Quand vous avez une société qui a l'IS, donc à l'impôt sur les sociétés, lorsque l'entreprise va générer de la marge, elle va être facturée, en fait, elle va payer un impôt qui est l'impôt sur les sociétés, et après, vous pouvez sortir l'argent si vous voulez pour vous. Donc nous, si on veut qu'il y ait une véritable séparation, que ce soit considéré comme une véritable entreprise différente de nous, on va devoir faire une société civile immobilière à l'impôt sur les sociétés. Petit aparté, vous n'êtes pas obligé de faire des sociétés civiles immobilières, vous pouvez juste faire des sociétés civiles. On reviendra dessus, c'est un sujet d'optimisation. Donc là, vous allez créer votre société civile immobilière, vous allez voir une banque, et alors ça peut être fait dans les deux sens, et vous allez lui dire, bon voilà, je veux emprunter pour acheter par exemple ce bien qui est à 250 000 euros. Si vous voulez acheter un bien à 250 000 euros, généralement, dans la plupart des cas, ce que va vous demander votre banque, c'est 20% d'apport. Donc, si vous voulez 250 000 euros, vous faites 250 000 euros fois 20%, ça fait 50 000 euros. Il y a une deuxième règle que va appliquer la banque, c'est impératif que votre investissement soit ce qu'on appelle en cash flow positif. Le cash flow positif, c'est votre flux en fait qui est généré par votre entreprise. Vous allez prendre vos loyers, vous allez enlever les charges de l'immeuble, donc ça peut être le gardien, etc. Vous allez enlever l'assurance propriétaire, vous allez enlever la taxe foncière et vous allez aussi enlever les remboursements d'emprunt. Et ce qui est impératif, c'est que ce soit positif. Donc par exemple, si vous achetez un appartement qui coûte assez cher mais qui est loué pas très cher, si les 50 000 euros d'apport ne suffisent pas pour que ce soit en positif, parce que si vous faites tous les calculs et que vous arrivez dans du négatif, il va falloir mettre plus de 50 000 euros. Donc ça à retenir. Si votre investissement est très en cash flow positif, c'est pas pour autant que la banque va vous demander moins d'apport. Et ça, c'est un peu le problème. Le problème, c'est le point bloquant de l'apport. Par contre, si vous avez une bonne situation, si vous avez une bonne banque, oui, c'est possible de descendre à du 10% d'apport, voire moins dans ce genre de cas. L'élément d'après, c'est endetter une entreprise purement et simplement. Alors tous les dispositifs dont je vous parle, en fait, c'est des dispositifs que moi j'ai effectués. Donc j'ai fait le dispositif de l'investissement locatif en direct. J'ai plusieurs SCI à l'IS et j'ai aussi utilisé la technique d'endetter une de vos entreprises. Donc il y a un moment, vous créez une entreprise. Et moi, si vous voulez, ça a été mon espace de coworking à Paris. Donc, j'ai créé un espace de coworking à Paris qui générait 250 000 euros de chiffre d'affaires avec du 5 000 euros par mois de cash flow. Et on est à peu près à du 20 000, entre 20 000 et 25 000. En fait, ça dépend des mois, peut-être un peu moins et un peu plus de chiffre d'affaires par mois et à peu près 5 000 euros de cash flow.
lorsque j'ai fait ça, moi, mon idée, c'était d'avoir une entreprise qui marche, qui tourne bien, et au bout d'un moment, de prouver que le concept marche bien du coworking, d'aller voir la banque et d'aller emprunter pour aller acheter un nouveau local pour faire un nouvel espace de coworking. C'est tout à fait ce que vous pouvez faire de votre côté. Donc, il y a plusieurs techniques. Soit vous allez racheter un local qui correspond à ce que vous exploitez. Donc ça marche bien si potentiellement vous avez des laveries automatiques, si vous êtes... si vous avez du coworking, si vous avez des locaux, enfin à la limite si vous faites du paddle, si vous avez des locaux qui sont si votre activité est très dépendante des locaux, ça marche très bien. Deuxième chose que vous pouvez faire, vous avez par exemple une activité de conseil. Donc disons que vous faites du conseil aujourd'hui, vous avez besoin de locaux pour vos salariés. Ce que vous allez faire, c'est aller voir la banque en leur disant, bah voilà, je génère assez d'argent, au lieu de payer un loyer, ce que je veux faire, c'est acheter des locaux. Donc ça, à la limite, c'est encore un autre cas. Après, on peut passer, quand vous avez des actions, vous pouvez faire quelque chose. Alors attention, c'est pas forcément apprécié par les banques, donc il ne faut pas le tourner de cette façon-là, mais disons que vous avez des actions. Disons que vous avez 300 000 euros en actions ou en fonds euros, donc en obligations d'État, des choses qui bougent pas énormément. Disons que vous avez ces 300 000 euros placés en bourse. Alors ça peut fonctionner principalement sur le compte titre, ça peut fonctionner sur le PEA, ça peut aussi fonctionner sur l'assurance vie, mais généralement l'assurance vie c'est un peu différent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir une banque, on va dire ok, j'ai 300 000 euros, j'aimerais récupérer du cash. La banque va analyser dans quoi vous avez acheté, donc vos actifs, et va vous dire ok, par rapport à ce que vous avez, on va vous prêter par exemple 80%, donc 240 000 euros à Euribor plus un petit taux supplémentaire. Le Euribor, c'est l'emprunt interbancaire. Il y a le Euribor 3 mois, 6 mois, c'est en combien de temps les banques s'empruntent de l'argent entre elles. Et on va vous proposer ça et vous allez récupérer le cash chez vous. Alors généralement, quand vous faites un crédit Lombard, on va vous dire que c'est important de ne pas réutiliser cet argent-là pour faire de l'immobilier. Donc là, indirectement, nous, on va l'utiliser pour faire de l'immobilier. Donc attention, ça peut être pas forcément très apprécié par les banques. D'autant plus que si vous utilisez cet argent-là pour le mettre en apport dans une SCI Alias pour refaire un emprunt dessus, vous imaginez bien que vous faites du levier sur du levier, donc attention au risque dessus. Alors vous avez un deuxième élément que vous pouvez faire, c'est pas exactement la même chose. Quand vous faites un crédit Lombard, vous avez l'argent concrètement sur votre compte et après vous le réutilisez. Alors attention à quelque chose, dans les conditions de votre crédit Lombard, vous avez ce qui s'appelle des appels de marge. Donc si à un moment, par exemple, vous empruntez 240 000 euros pour 300 000 euros et que vos actions, le marché craque et chute, la banque va se garder une marge de manœuvre. Donc là, par exemple, elle a gardé une marge de manœuvre de 20% d'écart. Si vos 20% d'écart de marge de manœuvre, donc si disons vous êtes à 300 000 euros, mais vous tombez à, on va dire, 270 000 euros, c'est possible. Il faut regarder dans les contrats des banques. La banque, elle va appliquer 0,80 sur les 200 000 euros. Elle va se dire, OK, donc là, j'aurais dû lui prêter à la place de 240 000 euros, 216. Donc elle va se dire, OK, je suis en négatif pour la banque de 24 000 euros. Potentiellement, la banque peut vous demander de remettre 24 000 euros pour s'assurer que le crédit fonctionne de son côté. Alors, il faut savoir que beaucoup de banques, en fonction de ce que vous avez, alors ça dépend. Alors, je pense que les banques en ligne un peu moins, mais si vous avez un peu de revenus, si vous avez des banques qui sont assez compréhensives, donc il y a beaucoup de banques privées où finalement on va vous laisser grosso modo tranquille avec le décalage. Autre élément, il y a directement nantir ses actions. Alors, le crédit Lombard, c'est quasiment la différence entre les deux, c'est que là, au lieu d'aller récupérer du cash, vous allez simplement avoir 500 000 euros de côté et dire à une banque, je veux 500 000 euros supplémentaires et je ne veux pas vendre mes actions. Et là, la banque va nantir vos actions, vous n'avez plus le droit de les vendre, mais va vous prêter 500 000 euros pour un investissement immobilier singulier. Donc ça, les banques peuvent le faire. Autre élément, vous avez nantir un bien existant. Donc nantir un bien existant, ce qui va se passer, c'est que vous avez un bien déjà remboursé. Donc disons qu'il vaut 500 000 euros. Vous allez voir une banque. Alors le mieux, c'est quand même de le faire dans la même région ou du moins d'avoir un bien soit de même qualité, soit un bien de qualité supérieure. Un bien de qualité supérieure, vous avez un appartement à Paris de 500 000 euros. Ça a plus de valeur intrinsèque que vous ayez un immeuble dans un village de 10 000 euros valorisé 500 000 euros. Le bien à Paris est beaucoup plus liquide, beaucoup plus intéressant, il y a moins de risques dessus que votre immeuble dans un village. Donc, nantir un immeuble dans un village de 500 000 euros pour racheter 500 000 euros dans un village, ça c'est possible. Nantir un bien, en fait, il faut quand même qu'il y ait faites attention à ce que vous faites et à qui vous adressez, quoi.
Donc vous allez nantir le bien, vous allez plus pouvoir le vendre et vous allez récupérer généralement le montant équivalent. Donc 500 000 euros, vous allez récupérer 500 000 euros pour un investissement locatif. Attention, à la fin, vous avez grosso modo, vous avez 500 000 euros supplémentaires, mais vous allez nantir 1 million d'euros, les 2 immeubles. Autre élément, vous pouvez revendre un bien à vous-même avec un OBO. Donc le BO, disons que vous avez ce fameux bien à 500 000 euros qui est déjà remboursé. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer cette fameuse SCI à l'IS et racheter ce bien à vous-même. Donc vous allez racheter ce bien à 1 million d'euros à vous-même. Attention, dans cette opération, ce qu'il va falloir, c'est prévoir potentiellement les 20% d'apport pour que la SCI à l'IS puisse tourner et aussi vous assurer que avec ces 20% d'apport, vous allez réussir à avoir un bien qui sera en cash flow positif. Lorsque vous faites un OBO, il y a les frais de notaire à mettre en place, donc les 10%, frais de notaire plus frais de financement, grosso modo 10% du bien. Donc si vous faites ça sur un bien à 1 million d'euros, vous avez quand même 100 000 euros à décaisser, plus potentiellement 100 000 euros supplémentaires à mettre en apport, donc ça fait 20% d'apport. Vous allez perdre 10% de frais de transaction pour vous retrouver, finalement vous décaissez 200 000 et vous allez vous récupérer 1 million d'euros, donc 800 000 euros. Et attention aussi à l'enjeu des impôts quand vous faites ça, en fonction de comment est fiscalisé le bien initial. Rappelez-vous, si vous détenez un bien en propre plus 25 ans, vous avez de fortes chances d'avoir 0 impôt sur les plus-values. Donc au bout de 25 ans, ça vous permet de rouler finalement votre immobilier. Autre élément, vous pouvez endetter vos parents. Donc endetter vos parents, c'est si vous vous rendez compte que vos parents, ils ont une capacité d'emprunt restante et qu'ils ne l'utilisent pas. Donc allez voir simplement les banques en fonction de qui sont vos parents. Donc attention aux conditions d'emprunt et attention aux assurances. Et là, vous allez voir simplement la banque avec vos parents et vérifier s'ils ont des capacités d'emprunt ou pas supplémentaires. Vous avez toutes les techniques qui sont exposées au-dessus. Donc ça dépend vraiment où ils sont. Et une des techniques qui est possible, c'est que la façon la plus simple finalement de faire passer de l'immobilier ou sans avoir d'imposition, c'est de faire des rachats de parts. Donc ce que vous pouvez faire, c'est créer une entreprise au nom de vos parents, donc une SCI à l'IR ou à l'IS. Vos parents font la transaction et après, vous rachetez les parts de SCI. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres épisodes de podcast. Nous, on se voit lundi à 20h. Je vous donne d'autres éléments, c'est juste en dessous. Vous avez tous les liens et on se voit lundi à 20h si vous avez des questions. À très vite. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question? Je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.